Tout de suite avant de commencer, je voudrais rappeler que cet épisode a été enregistré le 11 novembre 2023 et comme toujours, tout ce qui va se passer après, moi, j'en sais rien du tout. Vas-y. Ciao tout le monde, comment ça se passe? J'espère bien. Après 3 semaines à peu près de pause, on revient ici. Bon, là maintenant, on n'a pas énormément de sport dans lesquels il faut parler, mais on est toujours là en mouvement. Il y a toujours quelque chose qui se bouge là. Il y a la saison footballistique qui maintenant il rentre dans sa troisième, si je me trompe pas, pause pour les équipes nationales dans cette saison. Et c'est une pause nationale importante pour toutes les nations parce que, par exemple, en Afrique, on commence avec les parcours qui vont nous emmener à la Coupe du Monde. Pour les équipes européennes, on est là pour finir les parcours de qualification au championnat européen qui va se jouer cet été en Allemagne. Et après, si on passe par exemple au basket, on a la NBA qui vient de recommencer. Elle a recommencé, on n'a pas encore parlé de la NBA officielle qui vient de recommencer. J'ai envie de vous parler de ça et de mes impressions sur les équipes maintenant. On a encore la NFL qui continue. On a dépassé la moitié de la saison régulière en NFL. La Formule 1 qui la semaine prochaine va aller à Las Vegas. La MotoGP qui elle est en train d'aller là maintenant à Sepang. Donc, on a pas mal de choses dans lesquelles on peut parler, même si les autres sports, ils sont un peu comme ça, ils sont un peu au repos, mais on a toujours quelque chose dans lequel il faut parler. Donc, vas-y, let's go. Et on commence donc à parler du football, car c'est un peu le sport qui mène un peu la saison sportive dans ces moments-là. C'est le sport qui a le plus d'événements dans ces moments avec le basket NBA et tout. Et donc, je vais commencer à parler du football, mais je vais pas parler des équipes nationales, pas cette fois-ci. Je vais parler des du tournoi le plus important en Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc, on va commenter un peu comment est la situation en Ligue des Champions dans les différents groupes, parce que on est à 4 matchs joués par toutes les équipes et on peut déjà voir pas mal de choses intéressantes. On commence par le groupe A, première équipe du groupe A, Bayern Munich, avec 12 points en 4 matchs, déjà mathématiquement qualifiée au huitième de finale. C'est une équipe qui déjà marque beaucoup, 11 buts en 4 matchs, c'est pas mal. Ils gagnent bien les matchs, ils ont une bonne implantation d'équipe, surtout offensivement. Ce qui manquait l'année passée, selon moi, c'était un attaquant, un numéro 9 comme il était Robert Lewandowski, parce qu'ils ont plein de milieux offensifs comme Musiala, Thomas Müller, et ils ont plein d'ailiers comme Sané, Gnabry, mais ils n'avaient pas numéro 9 offensif. Ils ont eu ça avec Harry Kane, et là ça se passe beaucoup mieux par rapport à comment c'est passé avec Sadio Mané l'année passée. Ils sont l'un des favoris pour gagner cette Ligue des Champions pour moi. Deuxième équipe, c'est Copenhagen de ce groupe. Et sincèrement, Copenhagen, ils ont fait un exploit contre Manchester United et avec cet exploit, ils se retrouvent là à être deuxième, même avec l'égalité qu'ils ont fait, le match égalité qu'ils ont fait contre Galatasaray. Moi, je m'attends de Copenhagen, sincèrement, que d'arriver en Europa League. Parce que cette équipe, même face à Galatasaray, ils sont moins forts. Donc, pour moi, leur objectif, ça va être d'arriver en Europa League. Cette équipe a quand même des bons joueurs, mais ce sont pas des énormes joueurs. Si je pense à Elionoussi, c'est peut-être l'un des joueurs qu'on se rappelle plus, mais c'est pas une équipe qui va jouer au huitième de finale. S'il va arriver au huitième de finale, c'est là qu'il va s'arrêter. Troisième équipe de ce groupe, c'est Galatasaray. Galatasaray, qui en fait, c'est une équipe très expert. Ils ont des joueurs très experts. Muslera, Angelino, Davison Sanchez, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, les joueurs les plus ghetto de l'histoire peut-être. Cédric Bakambu, Dries Mertens, Wilfried Zaha, de tous des joueurs qui ont joué dans
dans des grands championnats ici en Europe ou qui quand même ils ont joué dans des grandes équipes. Pour moi, Galatasaray, pour comme c'est mis la situation, ils peuvent aller bien au huitième de finale. Et s'ils vont au huitième de finale, c'est une équipe dans laquelle il faut avoir peur parce que ils sont hyper experts et ils peuvent donner des problèmes à tout le monde. On arrive à la première déception de cette Ligue des Champions, peut-être l'une des plus grandes déceptions de cette Ligue des Champions, Manchester United. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à Manchester. Parce que sincèrement là je vois ils sont en train de gagner 1-0 contre Luton, mais c'est dur de comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est très très dur. Moi je fatigue à comprendre les choix qu'il prend Ten Hag. Je peux encore comprendre le choix de Cristiano Ronaldo, mais après, par exemple, le choix de Sancho, je ne comprends pas du tout. Un joueur hyper talentueux. Pour moi, quand il jouait à Borussia Dortmund, c'était l'un des meilleurs joueurs, je ne dis pas sur la planète, mais quand même l'un des meilleurs prospects qui s'est préparé. Et là, maintenant, il joue pas. Il a changé complètement. Et c'est incroyable, même toute la gestion de l'équipe, c'est très très douteux et pour moi c'est une grosse déception Manchester United. On passe au groupe B. Groupe B, on en trouve première place Arsenal. Arsenal, c'est une équipe que moi j'aime bien. Ils ont gagné 3 matchs sur 4. Ils ont perdu le match contre l'RC Lens. J'ai déjà parlé d'Arsenal lors du résumé de la Premier League. C'est une équipe qui, en fait, il a des piliers dans tous les postes. Saliba en défense, Saka offensivement, même en milieu de terrain, ils ont Odegaard quand même. C'est une équipe qui joue très très bien, c'est hyper dynamique. Moi j'aime bien cette équipe et je pense qu'ils vont dépasser les huitièmes de finale. Ils ont le talent pour aller au quart de finale. Après, il faut voir parce que c'est une équipe qui n'a pas énormément d'expérience en Ligue des Champions. Il faut dire plein de joueurs de cette équipe et ils jouent la Ligue des Champions pour la première fois. Mais moi, je suis très très confiant pour eux. Deuxième place, on trouve PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, c'est une équipe qui est déjà dans leur championnat, ils sont en train de tout laver. 41 buts marqués en 11 matchs. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qu'il faut dire encore? Moi, j'ai un joueur en particulier que j'aime bien. C'est Yohan Bakayoko. En particulier, moi, je suis tombé amoureux de ce joueur-là. Et je pense que lui, qu'il est belge, nationalité belge, il peut être le futur de l'effectif de la Belgique dans les prochains tournois. Après, même joueurs comme Saibari, tous des joueurs très, très intéressants, mais c'est Yohan Bakayoko pour moi, les centres principaux, surtout offensivement. Troisième équipe, on trouve RC Lens. L'RC Lens, c'est une équipe qui est déjà une surprise de cette Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà tous les joueurs que vous voyez des RC Lens, ils jouent la Ligue des Champions pour la première fois. Donc, déjà ça, c'est incroyable et ils ont fait déjà en 4 matchs, ils ont fait 5 points, donc une victoire contre Arsenal et 2 matchs nuls contre Séville et contre PSV. L'autre match contre PSV, ils l'ont perdu et qu'est-ce qui est vraiment, moi, cette équipe, je pensais qu'ils pouvaient être dernier, mais là, comme il s'est mis la situation, pourquoi pas, on joue pour les huitièmes de finale. Après, plus au-delà des huitièmes de finale, je pense pas. Joueur en particulier, Elie Wai. Elie Wai, je l'aime beaucoup. Il avait fait une bonne saison à RC Lens, à Montpellier l'année passée. Et là maintenant, ça va l'adaptement, mais il est en train là maintenant de délivrer pas mal de bonnes prestations. Il y a un but fait à l'aller contre PSV que j'ai bien aimé. Quatrième équipe, c'est Séville. Déception, Séville. Deuxième déception de cette Ligue des Champions pour moi, parce que c'est une équipe faite surtout pour l'Europa League, mais quand tu arrives en Ligue des Champions quand même, on s'attend que l'équipe joue bien quand même et qu'ils font quelque chose de bien. Et là, Séville n'est pas en train de faire le taf pour rien. Même en championnat, ils sont très très maladroits. Là maintenant, ils sont en 15e position. Ils ont fait 11 points en 11 matchs. C'est pas bien du tout pour une équipe qui l'année passée gagnait l'Europa League. Donc moi, je sais pas, je m'attends quand même quelque chose de mieux pour Séville.
On passe au groupe C, première équipe du groupe C, Real Madrid, 4 matchs, 12 points. Ils sont mathématiquement passés au huitième de finale, ou quand même il reste qu'un point à faire. Real Madrid, Casablanca, qu'est-ce qu'il faut dire de eux? Équipe qui, même s'ils sont dans un moment de difficulté, ils vont jamais être autant maladroit pour sortir trop tôt ou pour sortir mal. Real Madrid, c'est l'équipe de référence du football mondial. Il faut se dire ça. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut toujours faire face au Real Madrid. Joueurs de référence, Bellingham, Bellingham, ça c'est sûr. Après, bon, on connaît tous les autres, Vinicius, Rodrigo, même Tchouaméni, Valverde, tous des joueurs qui aident très bien l'équipe. Et là, ils sont focus, ils sont concentrés sur l'objectif, la Ligue des Champions, clair. Deuxième équipe de ce groupe, Naples. Naples ils ont eu des problèmes en championnat, mais jusqu'à maintenant en Ligue des Champions, ça continue à d'aller. Les références, c'est Victor Osimhen qui maintenant il est blessé, donc il prend sa place Raspadori, mais comme référence c'est Kvaratskhelia offensivement. Et pour le moment, tant qu'ils arrivent à gagner les matchs, ça va pour eux. Même si, quand même, je ne sais pas jusqu'à quel niveau les difficultés qu'ils ont en championnat, ils peuvent influencer aussi les rendements qu'ils ont en Ligue des Champions. Parce que là, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas énormément de problèmes. Troisième équipe, Braga. Braga, j'ai pas énormément de choses à dire. Ils ont gagné les matchs contre Union Berlin. C'était les matchs qu'ils avaient à gagner parce que moi, je pense que pour eux, Europa League, c'est le maximum. Avec cette équipe, je ne vois pas des noms qui je retiens depuis longtemps, si pas Bruma, Ricardo Horta ou Abel Ruiz ou Pizzi encore, mais Joao Moutinho, oui, mais quand même cet effectif, il va pas aller au huitième de finale pour moi, il va pas aller jouer des grandes choses contre Real Madrid, contre laquelle déjà ils ont perdu 3-0 en plus, et contre Naples. Ils sont dessus. Et encore plus au-dessus, ils sont Union Berlin, quatrième équipe. Déjà, ils ont arrêté en Ligue des Champions contre Naples, le dernier match qui est fini 1-1. Une ligne des 12 défaites consécutives, 12 défaites consécutives en toutes les compétitions. Donc, ils étaient dans une période très très mauvaise et c'est quelque chose de très très triste pour une équipe qui l'année passée avait fait un exploit un peu comme Séville et cette année est en train d'avoir des grands problèmes et je ne comprends pas moi. Aidez-moi à chercher de comprendre pourquoi on a des équipes qui l'année d'avant ils font des grands exploits et tout et après l'année d'après ils font des saisons hyper décevantes. Ici on est dans le deuxième cas après Séville. Groupe D, première équipe, Real Sociedad. Real Sociedad qui vient de gagner les matchs 3-1 contre Almerie. En classement, en Liga, ils sont 6e, mais parce qu'en Liga, là maintenant, il y a beaucoup de trafic là devant. Et qu'est-ce qu'il faut dire des Real Sociedad? Il faut dire déjà qu'ils ont des joueurs, ils sont pas non plus hyper forts, mais ils sont des joueurs, beaucoup de joueurs expérimentés. Tierney, Odriozola, les Normands en défense. En milieu de terrain, on a Mikel Merino. On a, je sais pas encore, Igor Zubeldia, Zubimendi. En attaque, on a André Silva, Ander Barrenechea et surtout selon moi les deux joueurs les plus talentueux sont Take Kubo déjà et Mikel Oyarzabal. Oyarzabal c'est un talent qui pouvait partir de cette équipe mais il est toujours resté à ses origines et donc c'est bien pour eux, ils sont déjà qualifiés mathématiquement au huitième de finale de Ligue des Champions comme Inter Milan, deuxième équipe de cette groupe. Qu'est-ce qu'il faut dire d'Inter Milan? Lautaro Martinez.
équipe que, comme je disais dans les résumés de la Serie A, est construite sur Lautaro Martinez. C'est lui le centre de gravité, pas seulement offensif, mais vraiment de l'équipe, les capitaines de cet effectif qui est très très fort, avec un milieu de terrain blindé, Mkhitaryan, Fratesi, Barella, Çalhanoğlu, David Klaassen, et ils ont des doublons dans tous les postes. Donc c'est une équipe qui est là maintenant, il est en train de bien jouer même pour le championnat. Je ne sais pas si ils peuvent aller gagner la Ligue des Champions ou ils peuvent aller en finale de Ligue des Champions, mais quand même ils vont être une équipe dure à battre pour tout le monde. Troisième équipe, Salzbourg. Moi je vais commencer en disant que j'aime bien les équipes qui sont dans l'environnement Red Bull. Donc le Salzbourg, les Leipzig dans laquelle je vais parler après, j'aime bien. Qu'est-ce que je retiens de cette équipe qui va aller en Europa League selon moi? Déjà, la pépite Karim Konaté, pour moi je continue à dire que Karim Konaté, c'est une pépite de cette équipe et du futur du football africain. L'Ivoirien, il est très très fort pour moi, il a un bon potentiel. Après, d'autres joueurs talentueux, je pense à Luka Sučić ou même à Amar Dedić. Et donc, sont des jeunes joueurs qui ont déjà fait des expériences en Europe et tout, et vont aller déranger un peu tout le monde en Europa League. Quatrième équipe, troisième déception de cette Ligue des Champions, Benfica. Pourquoi déception? Parce que t'es premier poule, donc t'es censé, entre guillemets, t'es censé être premier, même si l'effectif c'est pas pour être premier de cette poule, mais quand même t'es censé passer au huitième de finale. Ils ont complètement lâché la Ligue des Champions. 0 victoire, 0 point en 4 matchs. Et là, ils ont marqué qu'un but et ils ont pris 7 buts. Ils se sont concentrés sur le championnat pour ce que je vois, parce que là, ils sont en train quand même de bien jouer pour le championnat, mais en Ligue des Champions, avec des joueurs comme Kochku, comme Trubin, comme Otamendi, ou encore Di Maria, t'as complètement lâché la compétition. Et moi, j'ai continué de ne pas comprendre ça, sincèrement. On passe au groupe E. Première équipe du groupe E, Atlético Madrid. Atlético Madrid qui, en plus de l'historique Cholismo, qu'il est là depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on connaît le jeu de Diego Simeone, hyper défensif et tout. Et là, cette année, ils ont fait des exploits aussi offensifs. Là, par exemple, les 6-0 qu'ils frappent à la maison contre Celtic, c'est quelque chose d'incroyable si on pense au style de jeu de Diego Simeone. Mais quand tu as des attaquants en plus en forme, comme ils sont cette année, Antoine Griezmann et Alvaro Morata, bah, c'est les résultats. Et 12 buts marqués en 4 matchs, c'est un groupe qui il est loin d'être résolu, parce que les autres équipes ils vont aussi très très fort. Et même en défense, on reste toujours blindé, mais offensivement, ils ont fait quelque chose de plus. Deuxième équipe, Lazio Rome. Lazio Rome, c'est une équipe qui, en championnat, ils sont en train d'avoir beaucoup de difficultés, mais en Ligue des Champions, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils jouent pour aller au huitième de finale, même si moi je pense que pour l'effectif qu'ils ont, plus au-delà des huitièmes de finale, ils peuvent pas faire. Mais pour le moment, jusqu'à qu'ils sont en Ligue des Champions, ils peuvent aller. Le problème pour cette équipe, c'est que on connaît déjà l'entraîneur, Maurizio Sarri. Il fait jouer peu de joueurs pour toutes les compétitions qu'il a. Et en plus, l'équipe, elle est pas hyper longue non plus. Ils ont pas beaucoup de joueurs. Et donc, là, maintenant, championnat, Ligue des Champions, pour le moment, ça peut aller. Mais quand ils vont commencer à jouer aussi la Coupe d'Italie, là, ça va commencer à devenir encore plus compliqué pour Maurizio Sarri et pour la Lazio Rome. Troisième équipe, Feyenoord, qui là, ils sont troisième, excusez-moi, de leur championnat. Et qu'est-ce qu'il faut dire de Feyenoord? C'est une équipe qui est un peu borderline entre Europa League, huitième de finale. De toute façon, il faut voir, parce que là ils sont en train de jouer contre Lazio Rome pour la place et tout, et même contre Atlético Madrid, il faut dire. Ils sont à 2 points d'Atlético Madrid. Et
moi je pense il y a beaucoup de joueurs qui sont sous-cotés, comme par exemple Calvin Stanks, que moi j'aime bien comme joueur, ou encore il y a Yankuba Minte, jeune attaquant de Gambie, ou Santiago Jiménez, tous des joueurs qui quand même ils peuvent apporter du talent, ils apportent du talent, ils font des choses bien, ou de l'expérience comme Gertruida. Et après, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vois quand même une équipe borderline entre Europa League et huitième de finale des Ligues des Champions. Quatrième équipe, Celtic, c'est pas une déception, mais quand même, c'est les niveaux. Ça, c'est les niveaux des Celtic. Ils ont pris 12 buts en 4 matchs. Ouais, c'est vrai, les 6-0 qu'ils ont pris contre Atlético Madrid, ça influence, mais quand même, c'est pas hyper bon non plus. Et donc, je suis désolé pour les Écosses, mais cette équipe, je pense qu'elle va être éliminée de toute compétition. Ils n'ont pas le niveau dans cette groupe pour avancer encore et même en Europa League, et on se revoit la saison prochaine. Groupe F, le groupe de la mort, il avait été surnommé ce groupe. Première équipe, Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui est c'est une équipe, déjà ils ont fait 3 buts marqués et 2 buts pris, donc ils ont une très très bonne défense, mais par contre ils marquent peu de buts, mais ils se retrouvent premiers, et ça c'est l'important. Qu'est-ce qu'il faut dire des Borussia Dortmund? Là en championnat, ils sont un peu en galère, entre guillemets, ils sont quatrième, mais après, tant qu'en Ligue des Champions, ils continuent d'avoir un bon rendement, et que Füllkrug, que moi je pense qu'il n'est pas un joueur de ce niveau-là, mais tant qu'il continue à marquer, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Moi, un joueur que j'aime bien en particulier, c'est Karim Adeyemi, l'attaquant, le jeune attaquant des Borussia Dortmund, 21 ans, il va faire 22 ans en janvier, et pour moi, il a déjà fait des bonnes prestations en Ligue des Champions, comme par exemple contre Chelsea. Je me rappelle une prestation qu'il avait fait contre Chelsea, c'était bien. Et il peut encore monter le niveau. Après, beaucoup d'expérience. Chan, Hummels, Schlotterbeck, Sule, donc beaucoup d'expérience. On passe à la deuxième équipe, PSG. Le PSG, pour moi, c'est une équipe il doit pas avoir comme objectif de gagner la Ligue des Champions. C'est une équipe qu'il doit avoir avant comme objectif de créer une identité d'équipe, créer une identité de jeu avec Luis Enrique, et faire vraiment une identité, refaire une identité basée sur les Français comme ils ont commencé à faire cet été. Joueur clé Kylian Mbappé, ça c'est sûr, mais quand même on a tous les joueurs autour de lui qui tournent bien. Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang Lee, et plein d'autres qu'on connaît bien, et ils sont en train de bien tourner sur lui, et Luis Enrique, pour moi, il est en train de faire un bon taf. Ils sont très courtes dans cette poule, dans ce groupe quand même, je rappelle. Troisième équipe, AC Milan. AC Milan, c'est une équipe moi, je comprends pas. En fait, ils ressemblent un peu distraits. Ils sont pas toujours concentrés comme équipe. C'est ça l'impression que je vois de cette équipe. C'est une équipe qui ils ont des moments où ils sont déconcentrés, et en Ligue des Champions, tu peux pas te permettre ça. Moi je pense que tu peux pas te permettre des moments où tu es déconcentré, ou quand même tu as des joueurs qui prennent des mauvais choix avec le ballon. Donc je pense quand même qu'AC Milan, il peut se qualifier parce qu'il a le talent. Il a le talent de Rafael Leao, de Christian Pulisic et de plein d'autres joueurs, mais ils doivent être plus concentrés, sinon ils vont te punir. Quatrième équipe, Newcastle, et pas de déception parce que Newcastle, déjà c'est la première fois qu'ils participent à la Ligue des Champions. Et deuxième chose, ils sont à 4 points et Borussia Dortmund est à 7 points. Donc ils sont très courts dans ce groupe. Joueurs importants, Alexander Isak, Anthony Gordon, qui encore Bruno Guimaraes, Hervé Barthes, tous des joueurs que, si vous voyez, en fait ils sont à leur première participation en Ligue des Champions, donc c'est une équipe très jeune, et
pas hyper expert, mais il se comporte bien en Ligue des Champions et ça c'est l'important. Comme aussi l'entraîneur Eddie Howe, il est à la première participation lui aussi en Ligue des Champions, mais il se comporte très très bien. Moi j'aime bien Eddie Howe. On y va rapide sur le groupe G. On a la première équipe Manchester City, 4 matchs, 4 victoires, 12 buts faits et 3 buts prises. Donc hyper défense et hyper attaque. On a déjà parlé de Manchester City lors du résumé de la Première Ligue. C'est la même équipe quand j'avais parlé. Ils ont rien changé, on les connaît bien. C'est une effectif qui joue un très très bon football. Ils ont un football hyper reconnu. Ils ont un entraîneur qu'on connaît très bien, Pep Guardiola. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est seulement que c'est eux l'équipe à battre pour gagner la Ligue des Champions en plus de Real Madrid. C'est entre les deux pour moi. Et Bayern Munich. Après, deuxième équipe, c'est RB Leipzig. RB Leipzig, l'autre équipe de l'environnement Red Bull, que j'aime très très bien parce que en fait ils ont cette envie toujours d'attaquer avec des jeunes joueurs, toujours les piliers en particulier de cette équipe, offensivement en particulier, sont Openda et Xavi Simons. Après oui, il y a Sesko, il y a Werner, il y a Youssouf Poulsen, Forsberg, tous des bons joueurs et tout, mais c'est les deux qui sont les principaux joueurs. Et donc qu'est-ce qu'il faut dire encore? Défensivement, ils ont des joueurs aussi, eux aussi, à leur première participation en Ligue des Champions, Loukeba, Simakan, mais eux aussi sont en train de très très bien se comporter. C'est important d'avoir autant de joueurs jeunes qui sont à leur première participation à la Ligue des Champions. On est en train de changer d'air, on est en train de passer de l'ère de Messi Ronaldo à une nouvelle ère. On va voir de qui. Mais ça c'est une constatation que j'ai fait. Après, Étoile Rouge et Young Boys je vais pas passer beaucoup de temps à parler d'eux. Sont deux équipes qui se jouent la Ligue Europa. Sont des équipes qui sont faites plus pour la Ligue Europa que pour la Ligue des Champions, selon moi, pour les niveaux qu'ils ont. Même parce que là, mathématiquement, c'est fini pour les huitièmes de finale. Mais bon, si je dois vraiment faire un nom, je dirais plutôt Young Boys, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que quand même l'Étoile Rouge, c'est une équipe qui il est très très mené par ses supporters, donc ils peuvent toujours porter le problème. Groupe H, dernier groupe, première équipe Barcelone. Et moi, je suis pas vraiment satisfait de Barcelone parce que les derniers matchs, ils ont perdu un match où il fallait vraiment fermer la question pour la qualification en huitième de finale, et ils ont perdu le match 1-0 dehors contre Shakhtar Donetsk. Et qu'est-ce que je peux dire de Barcelone? C'est une équipe qui est comme Milan et me donne l'impression d'être très déconcentrée, surtout en Ligue des Champions. En championnat, ils sont rentables. L'année passée aussi, ils ont été très rentables, mais en Ligue des Champions, pas du tout. Ils sont pas concentrés. Et leur déconcentration, en fait, on les voit, il est puni tous les fois. On l'a vu même lors des Clasico, Bellingham, un joueur et un superstar qui peut punir les déconcentrations de cette équipe, comme de toutes les équipes. Donc moi, Barcelone, même si je vois tous des bons joueurs qu'on connaît, les joueurs Félix, Pedri, Gavi, tous les bons joueurs qu'on connaît et tout, c'est vraiment une question de concentration qu'il faut à cette équipe. Deuxième équipe, Porto qui joue bien comme toujours. C'est une équipe un peu problématique pour toutes les autres équipes, bien sûr. Et en fait, ils sont toujours là. Ils sont jamais l'équipe la plus forte en Ligue des Champions, mais tu sais toujours qu'ils vont faire quelque chose. Tu t'attends toujours quelque chose de eux parce que tu sais qu'ils peuvent faire quelque chose tous les fois. Avec les talents qu'ils ont, ils ont des joueurs qui sont déjà expérimentés, qui font partie de l'équipe depuis beaucoup des années, mais ils prennent toujours des nouveaux joueurs entre Brésil, un peu au Portugal. Ils sortent toujours des nouveaux joueurs qui après, ils donnent quelque chose de plus. Et donc ça, c'est hyper rentable pour eux.
troisième équipe, Shakhtar Donetsk. On revient sur l'histoire des équipes problématiques. Shakhtar Donetsk fait partie de cette catégorie. Joueurs experts, je vois Stepanenko, Bondarenko, et après, joueurs talentueux comme Sikan, Lassina Traoré aussi expert, tous des joueurs qu'on connaît, Sudakov, ou joueurs qu'on est en train de connaître parce qu'ils sont toujours là. Même Bondar, ou il y avait encore Rakitski. Donc, ce sont des joueurs on connaît depuis des années, ou on est en train de connaître avec la nationale Ukraine. Ce sont des joueurs qui sont là depuis longtemps. Et ça, c'est très très important dans les compétitions européennes. Je dis même parce que si jamais ils devraient aller en Ligue Europa, en Europa League, ils peuvent donner des problèmes à tout le monde. Toujours. Shakhtar Donetsk, c'est ça. On a quatrième équipe Antwerp, j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. Cette équipe, c'est déjà beaucoup pour eux d'avoir participé à la Ligue des Champions, mais on est arrivé à la fin. On peut essayer l'année prochaine, mais vraiment, après, j'ai vraiment rien à dire sur cette équipe. C'est déjà un bon niveau pour eux d'être arrivés en Ligue des Champions. Là, on a fini avec les football, avec la Ligue des Champions. Et maintenant, on va passer au basket NBA. La saison est commencée. On commence avec les équipes les plus en forme, donc les équipes qui ont la plus longue ligne de victoires consécutives en cours là maintenant. Et on va commencer avec la première, c'est-à-dire les Philadelphia 76ers. Qu'est-ce qu'on peut dire des Sixers? La trade Harden a été capitale dans ce moment-là pour faire si que l'équipe arrivait à ces niveaux ici. À ces niveaux-ci, ils sont sixième pour points marqués par match. Ils ont fait ils marquent à peu près 118 points par match. Ils sont quatrième pour rebond prise et 16e pour passe décisive faite. Après, bon, c'est indicatif un peu pour comprendre d'où il vient les succès actuels de Philadelphia 76ers, qui ont un record de 7 gagnés et un match perdu. Et ils ont un offensive rating, en fait, ils sont premiers comme possession offensive. Donc ça veut dire que les Philadelphia 76ers courent beaucoup. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça se relie à ce que je disais des Harden avant. Avec Harden, ça courait pas. Harden, c'est un joueur qui il bloque les ballons, il fait son isolement, il fait son Eurostep. Là maintenant, il est même plus explosif pour faire son Eurostep. Il fait son step back là, il prend ses 3 points et en fait, il pouvait plus continuer à jouer comme ça. Et les gens pensaient que là maintenant, si on monte les niveaux, si on monte les rythmes de l'équipe, Embiid va souffrir ça. Bah pas du tout, pas du tout, parce que Embiid, il continue il continue à rester les joueurs les plus incisifs de cette équipe. La star de cette équipe, c'est lui. Il marque 32 points par match et il prend 11.5 rebonds par match. Donc il reste toujours incroyable, Joel Embiid. L'apport offensif et défensif qu'il donne à cette équipe. Il reste les piliers de cette équipe. Mais là, à la place de Harden, on a un joueur plus fonctionnel à l'équipe, c'est-à-dire Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, un joueur que moi j'aime bien dès sa saison de rookie. En fait, il a toujours augmenté son niveau. Là maintenant, il est à 26 points marqués par match et 7.5 passes décisives faites. Et là maintenant, il est les playmakers principal de l'équipe et il est en train de faire une très bonne taf. C'est ce qu'on s'attendait de lui.
Au moins, moi, je m'attendais de lui ça. Moi, je voulais que Harden laissait le ballon plus à Tyrese Maxey. Et donc, pour ça, il fallait que Harden partait de l'équipe. Parce que Harden, il est pas fonctionnel. On est en train de le voir maintenant avec les Los Angeles Clippers. Les Clippers, depuis quand il est arrivé, Harden, ils ont perdu 3 matchs. Et ils sont pas forts défensivement. Offensivement, ça marche pas. Et donc, je pense que la trade Harden, ça a ramené beaucoup de choses à Philadelphie. Ça a ramené déjà 4 joueurs qui vont finir leur contrat dans cette saison. Donc, énormément des espaces salariales pour les Sixers. Ils ont en plus 3 first picks. Et ça aussi, c'est très très rentable pour les Sixers. On passe à la deuxième équipe qui a la plus longue ligne de victoires consécutives. Ce sont 2 équipes, ils ont la même ligne, mais on parle de l'équipe avec les records le plus bon, c'est-à-dire Minnesota. Incroyable à dire. Les Minnesota Timberwolves, l'équipe la plus dysfonctionnelle, c'est pas la plus dysfonctionnelle, mais quand même l'une des équipes les plus mal construites de la NBA, on dirait apparemment. Et là maintenant, ils sont en train de bien jouer. Qu'est-ce qui s'est passé à Minnesota? Peut-être déjà une saison d'ambiance, une saison d'adaptement pour les nouveaux joueurs, parce qu'un joueur comme Rudy Gobert, quand même, il te demande un adaptement. Même pour son style de jeu, jouer avec Karl Anthony Towns et Rudy Gobert ensemble, il te demande de t'adapter un peu. Et qu'est-ce qu'on peut dire des Minnesota Timberwolves? C'est que déjà c'est une équipe qui est très très physique. Avec des joueurs comme Towns et Gobert, c'est normal. Ils sont 3e pour rebond prise et ils prennent genre 47-48 rebonds par match. Et c'est une équipe qui a un rythme très très haut. Ils sont premiers pour ça. Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert dans un certain niveau. L'expérience de Mike Conley, la fonctionnalité de Naz Reid, la défense de Jaden McDaniels, ce sont tous des éléments qui sont très très importants pour cette équipe, qui peut-être pas tout de suite va aller pour gagner quelque chose, mais parce qu'ils sont quand même très très courtes. Ils ont aussi Kyle Anderson, mais après il n'y a pas énormément des choses. Des autres joueurs, Nickeil Alexander-Walker encore, mais pour les playoffs c'est un peu court. C'est un peu court, même sur le long terme pour la regular season. Et donc qu'est-ce que je m'attends déjà des Minnesota Timberwolves, qu'ils arrivent à faire les playoffs, même en passant par les play-in, parce que la Western Conference est très 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 serrée. Et après, vraiment, chapeau aux Timberwolves. Et chapeau à Anthony Edwards, qui est devenu le joueur de référence de Minnesota Timberwolves. Troisième équipe la plus en forme de la NBA, Houston Rockets. Qu'est-ce qu'il faut dire des Rockets? Révolution totale. Déjà cet été, ils ont changé entraîneur, Ime Udoka, à la place de Stephen Silas, viré KPJ, il a été tradé au Thunder, qu'après ils ont coupé son contrat, et après, ils ont opéré bien en phase de draft. Ils ont pris un joueur comme Cam Whitmore il est en train de faire voir son talent et sa physicité surtout. Il saute, il est hyper physique. C'est incroyable la physicité de Cam Whitmore. Et Amen Thompson il est en train de s'adapter. Et après, si je dois prendre des piliers un peu des Houston Rockets, je choisirais sûrement Alperen Sengun, qui il est un peu les Jokic des Houston Rockets. Et moi j'aime trop comment il joue Alperen Sengun. Et Jalen Green.
Jalen Green, finalement, on le voit jouer un basket sensé, les mecs. C'est incroyable. L'année passée, oui, ça se voyait qu'il avait un bon talent offensif, mais il prenait une sélection de shoot du n'importe quoi. Il avait une sélection très très douteuse. Il prenait des tirs qui n'avaient pas de sens. Là maintenant, ça se voit qu'il a amélioré beaucoup ça. Ça se voit que il a développé son jeu. Ça se voit qu'il est beaucoup plus fonctionnel à l'équipe. Et sûrement être avec Van Vliet, ça, il est en train de l'aider. Et après, défensivement, c'est incroyable à dire, mais les joueurs les plus aînés de la NBA entière, Dillon Brooks, défensivement, en fait, peut-être il s'est fait traiter comme un bébé ou comme je sais pas quoi par Steph Curry ou par LeBron James, mais quand même il est en train d'apporter son importance en défense. Dillon Brooks, qui ça vous plaît ou que ça vous plaît pas, il est l'un des meilleurs défenseurs en NBA, il faut le dire. Peut-être il va jamais gagner les titres de défenseur de l'année parce qu'en fait les journalistes ils vont jamais le voter ou les joueurs ils vont jamais voter Dillon Brooks, mais c'est l'un des meilleurs défenseurs en circulation là maintenant en NBA. Là, on passe aux équipes moins en forme avec la plus longue ligne de défaites consécutives. On commence par les Detroit Pistons, qui sont derniers dans la conférence Est. Et les Detroit Pistons, en fait, j'ai pensé que déjà cette année, ils auraient pu commencer un projet des relances de la franchise. Je pensais qu'ils pouvaient déjà commencer à jouer pour faire les play-in et tout, mais peut-être on n'est pas encore prêt là. On n'est pas encore prêt là. On est en train de voir qu'il y a le talent. Il y a le talent. On voit des bonnes choses. On voit Cade Cunningham offensivement. Il est en train de prendre la relève de cette équipe. Il est en train de tourner à 24 points de moyenne. On a Ozar Thompson qui en fait dans toutes les listes des meilleurs 5 rookies sur tous les listes, en fait lui il est toujours là. C'est pour ça que maintenant dans les ladders pour les rookies de l'année, il est 3e derrière Richard Holmgren et Wembanyama. Et après, pour le reste, il faut prendre des décisions dans les prochaines années. Il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec Killian Hayes, qu'est-ce qu'on fait avec Jalen Duren, James Wiseman. Là, Duren, il est en train quand même de faire un peu son taf, mais qu'est-ce qu'on fait par exemple avec James Wiseman, qu'est-ce qu'on fait avec Isaiah Stewart, parce que là, les Pistons, moi je pense que si pas cette année, l'année prochaine, il faut commencer à rentabiliser tous ces années de tanking parce que sinon ça devient problématique pour la franchise. Alors, on a déjà parlé des Los Angeles Clippers un peu, donc je parlerai pas d'eux. On va parler des autres deux équipes qui ont la plus longue ligne actuelle des défaites consécutives, c'est-à-dire maintenant les New Orleans Pelicans et les San Antonio Spurs. Je commence par les Spurs parce que c'est plus simple. Les Spurs, en fait, sont une équipe de tanking. En fait, ils sont en train de comprendre un peu comment construire l'équipe autour de Wemby, comment faire jouer Wemby. C'est une saison d'expérimentation. Tous ceux qui pensaient que Wemby il allait arriver en NBA, il allait tout de suite gagner, il allait tout de suite emmener les Spurs en playoff, bah pas du tout. Moi, je pense pas du tout. C'était impossible de penser ça. Et les Spurs, en fait, oui, ils ont Wemby. Ils ont là maintenant Devin Vassell, il est en train de bien jouer, de bien se faire voir. On le voyait déjà l'année passée qu'il a le talent, les mecs, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sohan. Et après, il faut voir encore qui il y a autour de ces joueurs. Parce que même Keldon Johnson, excusez-moi, il a un peu baissé le niveau dans les années. Donc, il faut comprendre un peu comment construire l'équipe autour d'eux. Après, on passe aux Pelicans. Pelicans qui, déjà pour la première fois, ils peuvent jouer
au moins le début de la saison avec Zion Williamson. On va voir pour combien de temps il va tenir parce qu'on sait que le mec, il a beaucoup des problèmes de santé, il a toujours blessé et ça aussi il faut voir jusqu'à quel niveau ça peut aller, les blessures de Zion Williamson, parce qu'il a joué genre dans les trois saisons d'avant il a joué genre 40% des matchs total, et pour une future star de la NBA c'est pas du tout bon. Et qu'est-ce qu'on peut dire des Pelicans? Ils ont pas eu la chance. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut jouer pour aller au playoff en passant par les play-in, peut-être parce que on est toujours dans les discours de la West Conference, de la conférence Ouest, qu'elle est très très mouvementée, très très serrée, mais je me sens de dire vraiment que les Pelicans, en fait, ils sont pas à ce niveau-là. Ils peuvent monter encore plus, mais ça dépend tout aussi de l'état de santé de Zion Williamson et de Brandon Ingram. Lui aussi, quand même, il blague pas avec les blessures. Hein. On va commencer maintenant avec les Fast News. On va commencer avec la MotoGP. Ça va être très 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 rapide. On a déjà parlé assez de la MotoGP dans les derniers épisodes. Mais il faut quand même qu'on parle un tout petit peu parce que là maintenant, ils sont en train de courir à Sepang en Malaisie. Et ils ont couru la Sprint Race. Et qui a gagné, c'est Alex Marquez. C'est un grand coureur, on le sait tous. Et si vous voulez savoir entre Bagnaia et Jorge Martin, là maintenant c'est Martin qui est arrivé deuxième et Bagnaia est arrivé troisième. Donc là maintenant pour Bagnaia, pour la course, il a encore 11 points d'écart sur Martin. Et si on pense à la longue course des dimanches et à les deux courses, les deux fin de semaine qui restent entre le Qatar et l'Espagne avant aussi, c'est très très chaud. Et donc on s'attend à une finale saison très très à des hautes températures. On passe au tennis là maintenant parce que même la saison de tennis elle est proche de terminer pour recommencer avec les Australian Open. Mais avant de tout ça, il faut parler des ATP Finals qui va voir les 8 meilleurs joueurs de tennis jouer contre eux et pour ces derniers tournois très très importants. Et qui vont jouer? Déjà, c'est Rublev, c'est Medvedev, Djokovic, Tsitsipas, Zverev, Alcaraz, Holger Rune et Yannick Sinner. Bon, si vous voulez, mon pronostic c'est que Alcaraz à la fin va gagner parce que pour moi Alcaraz c'est le plus fort en absolu maintenant pour le tennis. Mais après il faut toujours faire attention à Novak Djokovic et tous les autres joueurs. Sont des joueurs de très très haut niveau et vraiment tout le monde peut gagner. C'est pour dire dans l'époque des Federer, Nadal et Djokovic, c'est même Zverev qui arrive à gagner ça. Donc moi j'ai dit Alcaraz, mais peut être tout le monde. On passe à la NFL un peu pour finir cet épisode de ce podcast. Et on parle un peu de la situation actuelle de la NFL, c'est-à-dire, bon, déjà, on vient d'une journée où les Chicago Bears ont battu les Carolina Panthers, l'une des équipes un peu déception, un peu de cette saison, les Carolina Panthers. Et bon, on s'attend déjà des matchs très très importants de ce week-end, des matchs importants comme par exemple 49ers contre Jacksonville Jaguars ou les Houston Texans qui jouent contre les Cincinnati Bengals ou encore les Packers qui jouent contre les Steelers qui sont menés par TJ Watt qui est en train de tout changer la vie aux Steelers qui quand même ils se trouvent avec un record positif, ou encore je sais pas des matchs comme
les Lions, comme Detroit Lions contre Los Angeles Chargers. Des matchs importants qui peuvent aider les équipes qui déjà sont en train de jouer pour aller aux playoffs, de bien faire, d'améliorer leur record. Si on va voir les différentes conférences, on voit dans la American Football Conference que les Kansas City Chiefs qui ce week-end, ils se reposent. Ils sont très bien fournis, ils sont très bien mis. Ils sont premiers, eux, avec les Baltimore Ravens, suivis par les Jacksonville Jaguars et les Miami Dolphins qui, dans le match joué à Francfort contre les Chiefs, ils ont perdu. Mais sont quand même tous des bonnes équipes. Et les Cincinnati Bengals, petit à petit, ils montent. Là maintenant, ils sont à 5 victoires consécutives. Et si on voit dans l'autre conférence, dans la National Football Conference, on voit les Philadelphia Eagles, ce qui est, même si ça fatigue un peu, ils sont là et ils ont 8 victoires et une défaite seulement, suivi par les Detroit Lions, les San Francisco 49ers et les New Orleans Saints. Et donc là, on continue de jouer et on attend des playoffs qui s'annoncent bruyantes, très bruyantes. Moi, j'espère dans mes chiffres encore. On est arrivé à la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à ce point-ci. N'hésitez pas à commenter si vous pouvez ou partager ces podcasts, cet épisode. Et bon, on a toujours l'espoir en mouvement. Et donc, on se voit pour les prochains épisodes. Ciao tout le monde.